Let's go, c'est bon. Bon, bah, je peux pas l'épicer sans que mon voisin se lève en ronchonnant après moi. J'ai même pas le droit d'aller pisser maintenant. Ouais, c'est nouveau. Pourtant, je suis discrète, hein. Je fais pipi, vas-y. Non, monsieur, soi-disant qu'il est sourd, il m'a entendu aller pisser. Faut le faire pour un sourd quand même, hein, putain de merde, hein. Excuse-moi. Arrête de dire des gros mots, Dominique. Non, mais franchement, j'ai même plus le droit d'aller pisser maintenant. Ah non, non, non. Eh, il se fout de ma gueule. Il dit qu'il est sourd, c'est faux. Entièrement faux. Il m'a toujours menti de toute façon, hein. Et là, monsieur s'est levé, puis il a mis sa télé. Là, pour l'instant, c'est pas trop fort, mais il va pas tarder à la mettre fort s'il a envie, hein. Il a ronchonné, pourquoi? J'ai quand même bien le droit d'aller pisser, non? Quand même. Faut que tu me demandes aussi la permission pour ça. Franchement. Ouais. Alors, ça c'est marrant, hein. Petite lumière. Et le truc qui sort là. Ça crépite, ça. Ah merde, j'ai fait une connerie, con. Comment que ça fonctionne, cette connerie? Bon, tu crames ou pas? Merde, putain, ça l'éteint. On doit quand même pouvoir allumer une bougie avec ça. Ouais, voilà, c'est parce qu'il faut la mettre bien en haut. Je la mettais contre le truc. Voilà. Bon, faut que je m'habitue. Ah oui, oublie pas de l'éteindre, Dominique, sinon après, il va se décharger, hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est mon bougeoir. J'en ai deux comme ça. Vas-y. C'est du cristal. Ça pèse très lourd. Pas du cristal de... Oh putain. Pourquoi tu penches? Ah, sur celui-là, ça penche. Non, te casse pas la gueule, connasse. Oh putain. Faut mettre de la bougie dedans pour que ça colle. Ça me fait chier parce qu'après, je suis obligé de gratter. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Ah, t'as qu'à t'amuser, Dominique, hein? Hein? J'espère que ça s'enfonce assez profond là pour que ça se colle dans la cire fondue. Ouais. Vous voyez les corandaires, c'est pas moi qui souffle dessus. Hein, la preuve, je sais pas, il y a des trucs. Oui, sont les filtrations. Je sais pas, il y a des moments, vas-y, hein. Ce qui se trouve, les tourbillons. Là, il y en a, là, je sens. Là, il y en a à cette hauteur-là. Bon, enfin bref, ça me casse les couilles. Bon. J'arrête de faire joujou, moi, vas-y, et je continue ma lecture. Je me pèle le cul, j'ai mis des bottes fourrées, ouais, à mes pieds. Bah, des bottes qui sont un peu trop grandes, je sais pas, j'avais pris un 38 parce que selon les tailles, alors selon les chaussures, si c'est italien ou si c'est autre chose, le 38 est plus grand ou moins grand. Sinon, je fais du 37,5 à un pied, puis 38 à un autre. Ouais, j'ai deux tailles différentes. Ils m'ont loupé, hein, je crois, ils ont dû me louper, je sais pas. Ils ont dit, tiens, on va mettre un demi centimètre de plus, enfin, je sais pas. Bon alors, j'étais arrivé ici, serviteur. Attends, regarde bien, Dominique. Ouais. Ça va pas me refaire le coup comme l'autre coup, quand même. D'accord, j'étais arrêté. Serviteur a tué le lion et l'ours. Ça s'est arrêté là sur ma vidéo. Ok, donc je reprends un peu plus haut. À partir de Saul. Ah bah putain, j'ai pas fini de me peler le cul. Hein.
En plus, j'ai mis une nouvelle housse à ma couette, mais comme elle est un peu moins large que l'autre, la couette elle est un petit peu tassée en accordéon dedans. Ouais, c'est pas grave. Il va falloir que je trouve un moyen de mettre une couverture qui cale tout ça. Je sais pas, mais je suis emmerdé, sinon tout va être par terre et je vais choper la mort. Putain, j'en ai marre. Vas-y, il y a de quoi. Hein. Alors, allez. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabais, je te bénis. Je sais même plus si je l'ai dit. Mais un don mis, merci. Voilà. Si tu as le temps d'écouter ma vidéo, tu sauras pourquoi je te dis merci. Bon, voilà. Alors, Saul tenta de persuader David de ne pas s'enrôler pour la cause des Israélites, car tu n'es qu'un enfant. Cependant, David rétorqua, quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père et que venait un lion ou un ours qui enlevait une brebis du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais celle-ci à sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par les poils du menton et je le frappais à mort. Ton serviteur a tué le lion. Voilà, j'étais arrêté à ton serviteur a tué et puis ma vidéo avait dû s'arrêter là. Alors, ton serviteur a tué le lion et l'ours. Il en sera de ce Philistin un circoncis comme de l'un d'eux, puisqu'il a défié les troupes du Dieu vivant. David dit encore, le Seigneur qui m'a sauvé de la griffe du lion et de l'ours me sauvera des mains de ce Philistin. 1 Samuel 17, 2.34-7. Ce discours convainquit Saul, qui dit alors à David, « Va et que le Seigneur soit avec toi. » Ça traverse même ma veste là. Ça rentre par les manches là. Oh putain. Il a ouvert la porte-fenêtre. David refusa de... Ah oui. Ah oui. Ah bah attendez, parce que j'ai pas raconté qu'est-ce qui m'est arrivé. Alors Dominique a voulu faire du rangement dans ses armoires, hein. Bah voilà, et puis comme je cherchais un livre, un dictionnaire, j'ai sorti tous les livres, voilà. Et puis j'ai dit, bah tiens, je vais regarder en bas où c'est qu'il y a mon linge, tout ça qui est rangé. Comme j'ai ouvert les sacs, tout a moisi dedans. Disons que ça moisit sans vraiment moisir, mais c'est humide, enfin c'est pas loin, ça sent le moisi quand même, c'est pas moisi, mais on voit bien que ça a pris l'humidité, parce que moi comme je chauffe tout sèche, mais lui comme il refait le truc qui est froid après, ben ça fait chaud et froid, puis ça fait condensation dans les sacs dans lesquels j'ai, même les sacs de toile, hein. J'ai mis ça dans des caddies, dans des cabas en toile, là, comme ils vendent au magasin. C'est bien parce que tu peux les relaver, puis tu peux t'en servir aussi longtemps, très longtemps, et ça évite d'acheter des sacs plastiques. Donc j'ai mis mes linges là-dedans, hein, j'ai fait du tri. Dans un, je mets des tricots, dans l'autre, je mets autre chose, voilà. Parce que j'ai les habits d'hiver, les habits d'été, et puis les trucs d'automne d'entre deux, quoi, vas-y. Donc j'avais mis ça dans des sacs. Ah, comme j'ai ouvert, j'ai dit, putain, ça moisit. J'ai un sac en sky en fourrure cuir. Dedans, il y avait mes bottes, justement, qui étaient dedans. Et puis mes chaussures, là, j'ai des reverses, là, des rivers. Je sais plus comment que ça s'appelle. Je les mets même plus parce que j'ai fait me tuer avec. Ouais, parce que la bonne femme, là, du magasin, où c'est qu'il y a la crêperie, là, par là, elle avait tout au savon. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé, paf, j'ai glissé sur le trottoir. Hein. Ouais, j'ai failli me tuer, ces conneries. Là aussi, ce jour-là, je me suis bien esquinté, hein, parce que j'ai plaqué ma main très fortement contre le mur, ça m'a évité de me casser la gueule. Et je crois qu'il y a un ange qui m'a retenu, hein, ce jour-là. Ouais. Non, mais franchement, j'ai dit, je veux plus jamais les mettre, les reverses. Bah, je me dis, si je marche dans un truc où c'est que ça glisse, c'est de l'eau savonneuse, je vais me tuer. Ouais, les semelles, ils sont bien, mais si tu vas sur du truc savonneux, ça fait pire que sur de la glace. Hein. Ouais. Sinon, ils sont bien. J'avais acheté, ils étaient roses dedans et puis grises à l'extérieur avec une étoile. Ouais. Ouais, vous connaissez la marque, quoi. Je crois que c'est ça, les Rivers, ça s'appelle comme ça. Il me semble, hein, ça s'appelle comme ça. Ouais, c'était gris avec des petites paillettes, ça brillait aussi, des petits filaments brillants.
Oui, il y a longtemps que j'ai acheté ça, ça fait des années. On était bien, j'étais bien dedans, mes pieds, j'étais à l'aise et puis ça me retenait bien la cheville. Vu que j'ai les chevilles molles, bah oui, je suis née prématurément, donc j'ai des chevilles molles, je peux me tordre la cheville, ça casse pas. Ouais. C'est une malformation des articulations, j'en sais rien, moi. Enfin bref. Alors... Je continue. Et l'autre truc du cul, ben voilà, je peux pas aller pisser. Non mais c'est un... Lui, il a le droit d'aller dégueuler 5 à 10 fois par jour, hein, si c'est pas plus. Il a le droit de tirer la chasse d'eau, de prendre une douche, de passer son aspirateur. Moi, j'ai pas le droit d'aller faire pipi. S'il vous plaît, est-ce que je peux aller faire pipi? Ça me rappelle des trucs comme à l'école. Une fois, la maîtresse, j'ai dit, madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? Elle m'avait dit non. Elle m'avait dit non. Ouais. Eh ben, à cette époque-là, en CM2, il fallait sortir, puis traverser, puis passer par le... Soit aller d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y avait le côté pour la maîtresse. Une fois, j'étais allé du côté où c'est que la maîtresse allait, parce que madame, elle avait son petit coin personnel, puis nous, on avait notre truc de l'autre côté. Ouais. Alors, nous, il fallait qu'on aille faire ça dehors. Ça faisait comme un préau, mais avec des cases, et puis tu rentrais dedans, dans les chiottes, puis en plus, c'était des chiottes turques. Elle, non, elle avait pas un chiotte turc, elle. Elle avait un chiotte normal. Hein? Moi, j'étais allé, moi, une fois. Et j'en avais rien à péter. J'ai dit, je vais pas aller me geler le cul dans le truc, là où c'est qu'il y a les courants d'air, et puis où c'est qu'on peut regarder sous les portes. Hein? Parce que, voilà. Alors, elle, non, elle avait tout de l'autre côté, là, dans les trucs, là. Moi, je suis allé de ce côté-là. Non, mais oh. Alors, eux, ils ont des chiottes tout bien, bien fermées, à l'abri des regards. On peut pas regarder sous les portes, hein, parce que... Non, mais... Ah, ça faisait pas chier. Puis nous, on avait juste des chiottes à la turque. Ouais. Bah voyons. Ouais, vous savez ce que c'est, les chiottes à la turque. Ouais. Faut s'accroupir pour faire ce qu'on a à faire. Oh les vaches, je me rappellerai. On m'avait dit non. Ah bah, si on est malade ou si on a mal au ventre ou si juste envie de pisser, on peut pas se retenir pendant des éons, hein. Vas-y. Là, je me rappellerai. Après, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Bon, je continue, moi. Allez, Dominique, continue. Alors, ce discours convoqua Saul qui dit alors à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Je recommence un petit peu en haut parce que voilà, vu que j'ai babillé, vas-y. Alors, David refusa de porter une armure ou une épée pour le conflit qui allait se présenter. Il alla confronter Goliath avec son bâton, sa fronde et 5 pierres bien lisses. Goliath, courroucé, demanda, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Viens vers moi que je te donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David répondit, tu marches contre moi avec épée, lance et javelot. Mon Dieu, on croirait qu'on m'a mis dans un sarcophage glacé. Bah, tu m'enfermes dans un frigo, c'est pareil. Enfin, dans une glacière de frigo. Ouais. Tu marches contre moi avec épée, lance et javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de Yahweh, Sabaoth, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié aujourd'hui. Le Seigneur te livrera en ma main. Selon l'histoire familière du bref combat qui s'ensuivit, David vainquit Goliath d'une pierre lancée avec sa fronde, prit l'épée de Philistin et lui trancha la tête. Voyant ceci, l'armée des Philistins s'enfuit poursuivie par les Israélites qui retournèrent subséquemment pour piller le camp des Philistins. On nous dit ensuite que David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Quant à ses armes, il les mit dans sa propre tente. 1 Samuel 17, 2.54. Bah, la fronde, normalement, il l'a frappé juste là où c'est qu'on a l'œil, le troisième œil. À ce qui paraît. C'est quand même assez gros une tête de géant, hein.
putain, pour la ramasser, celle-là, il faut être à combien? Ouais. Ils étaient grands quand même, les descendants des Néphilim. Hein, il y avait Goliath, mais il y avait aussi l'autre, là, je ne me souviens plus. Ça y est, c'est reparti, hein. Pourtant, dans mes vidéos, j'ai réussi à m'y retrouver, hein. Oui, il y avait Arès et tout ça, là, vas-y. Et j'ai oublié le nom de l'autre. Ouais, il y avait Xena, mais dans les histoires de tout ça, il y avait des vérités sur les géants, là-dedans, dans Xena aussi, hein. Ben, oui, j'étais fan de Xena, bah, j'étais jeune. Bah quoi, elle se démerdait bien, l'actrice, hein, quand même, hein. L'entraînement qu'elle a fait pour pouvoir faire ça, même s'ils sont attachés avec des câbles, hein, faut quand même le faire, hein. Ouais. Ben, alors, dans le texte, Hercule, voilà, Hercule. Vous voulez que je fasse celle-là, Hercule qui avance pas? Ouais, ça, c'est sûr. Il fallait que je fasse celle-là. Bon. Remarque là où il est, et je crois pas qu'il ça va le faire chier que je dise ça. Non, mais Hercule devait avoir de l'humour aussi, non? Ah bah non, non, il avait pas d'humour puisque il fallait pas qu'on le provoque, hein? Celui-là aussi sûrement, hein, parce que tous les géants avaient un mauvais caractère, hein, ça devait être ça. L'histoire de la mise à mort de Goliath par David s'arrête ici. Cependant, le texte mésorétique, une version plus sophistiquée des premiers textes hébraïques ainsi que de la source de nos versions anglaises de la Bible, contient 4 versets supplémentaires. Ceux-ci nous fournissent une autre version de la première rencontre entre Saul et David, suggérant qu'ils ne se connaissaient pas du tout avant la mise à mort de Goliath. En voyant David partir à la rencontre du Philistin, Saul avait demandé à Abner, le chef de l'armée, et je vous signale que des géants, il y en avait une momie d'un homme qui faisait plus de 2 mètres. Hein. Peut-être même plus, hein. Je n'ai plus les livres pour vous montrer, mais c'était impressionnant combien qu'elle était grande, la momie. C'était un géant, hein. Il faisait partie des géants. Hein. Enfin, il y a géant et géant, mais quand même, il était quand même très grand pour un humain normal. Il y avait quelque chose hein, là-dedans. Hein. Alors, Saul avait demandé à Abner, le chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il le fils d'Abner? Et Abner répondit, « Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n'en sais rien. » Le roi dit, « Informe-toi de qui ce garçon est le fils. » Lorsque David revint après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saul, tenant dans sa main la tête du Philistin. Il est trop fort parce qu'une tête d'un géant, ça pèse quand même assez lourd. Hein. Saul lui demanda, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» David répondit, « D'un ton serviteur Jessé, le Bethléemite. » Le Bethléemite, voilà. 1 Samuel 17, 2.55-8. Et là, c'est en train de me foutre froid sur la vessie. Et pourtant, je suis habillée et tout ça. Hein. Ça me tombe sur la vessie. Ah putain. L'histoire de Goliath, comme je l'ai mentionné auparavant, n'appartient pas aux histoires des 2 David. Les 2 David. Il y en a 2. Biblique. Elle fut inspirée d'une ancienne œuvre littéraire égyptienne. Tiens, on revient à l'Égypte. Connue sous le titre de l'autobiographie de Sinoué. Sinoué l'Égyptien. Que j'ai lu. Christian Jacques. Il s'appelle aussi Christian Jacques, celui-là? Oui, oui, il s'appelle pareil que l'acteur, mais c'est pas l'acteur. Lui, c'est un écrivain. Quand il fut engagé à inclure les grandes victoires de Toutmose III, il semblerait que l'écrivain biblique, afin de présenter une histoire convaincante, ressentit la nécessité de construire de toutes pièces les qualités guerrières du chef tribal David. Oh, bah c'est bien d'enjoliver, hein? Par conséquent, il incorpora la légende de Sinoué, bien qu'il n'y ait rien dans son contenu, la reliant à David ou à son époque.
Ceci est simple à démontrer. Bah, allons-y alors. Un certain nombre de différences existent entre les diverses versions du premier livre de Samuel. Des sections de ce livre, en hébraïque, se trouvaient parmi les écrits bibliques découvertes après la Seconde Guerre mondiale dans les grottes de Qumran. Bah, je pourrais vous les relire, hein. Près de l'extrémité nord-ouest de la mer Morte, lors de son analyse, le texte de cette première version hébraïque se révéla correspondre assez étroitement au texte de la Bible Septuagint. Ou Septuagint, je ne sais pas comment ça se prononce. Septuagint, grec, qui semble s'être davantage basé sur une tradition de texte hébraïque plus précise en relatant le récit de Goliath, que dans celle que nous trouvons dans la version mésorétique. Les points principaux qui en émergent sont l'histoire de Goliath dans la version de Septuagint, oui, bon, je sais pas le dire, vous me faites chier hein, avec vos trucs là, vient d'un ancien texte hébraïque alors qu'elle était encore considérée comme une histoire distincte, peu d'efforts ayant été faits pour l'intégrer dans le récit général de la vie de Saul et de David. Deuxièmement, 2. Après le défi initial de Goliath, l'auteur du texte masorétique ajouta 20 versets supplémentaires expliquant les origines de David et donnant une raison apportée de la nourriture pour justifier sa présence sur le champ de bataille de la vallée d'Ela. Ils se sont pas trop emmerdés, ça va? Il inséra 2 autres versets, encore, bah disons, 4 et 41 et 50, que nous ne trouvons pas dans la version grecque, quoiqu'ils soient sans importance particulière, car ils ne font que répéter des faits que nous connaissons déjà. Il s'est récapété. Ouais. J'en fais exprès de dire ça comme ça. Il s'est il a répété la même chose. Il inséra les 4 versets derniers du chapitre 17 en un autre récit de la première présentation de David à Saul. Cette fois comme étant un guerrier puissant et non pas comme le berger joueur de harpe après la mise à mort de Goliath. Finalement, au début du chapitre 18, il inséra 5 versets supplémentaires relatant la grande amitié Saul avait pour David. Attends, il manque moi une lettre là. Attends. J'ai oublié le que Saul avait pour David, leur alliance mutuelle et la nomination de David par Saul comme chef de son armée. Bien que Jérusalem était toujours une ville jébusite, durant le règne de Saul, on nous dit que David apporta la tête du Philistin à Jérusalem. Cela n'aurait pu être possible si l'histoire avait fait originellement partie intégrante du livre de Samuel. À ce moment-là, selon le texte issu de ce livre, Jérusalem n'était pas encore sous le contrôle des Israélites. Pourquoi David emportera-t-il la tête de Goliath dans une ville étrangère? En totale contradiction avec l'histoire du premier livre de Samuel relatant la mise à mort de Goliath par David, nous trouvons une version différente des événements dans le deuxième livre, Elana. Alors, E-L-H-A-N-A-N, avec un accent chinois sur le A. Fils de Yaïr, ou de Yeir. Y-A-I-R, avec 2 points sur le I. De Bethléem, tu as le frère de Goliath de Gath. Pardon, j'ai cru que c'était un C, mais non. Regarde mieux, Dominique. Le bois de sa lance étant comme une ensouple, je sais pas ce que c'est qu'une ensouple, de tisserand. Ah ouais, un truc de tisserand. D'accord. 2 Samuel 21, 2.19. L'introduction d'un frère, comme nous le vîmes au chapitre 20, fut une interpolation faite par un écrivain du texte de la Bible, du roi Jacques, afin de contourner le problème posé par le récit précédent relatant la mise à mort de Goliath par David dans le premier livre de Samuel. Une contradiction identique fut remarquée par l'auteur du livre des Chroniques qui tenta de la résoudre en représentant El-Ana ou El-Hanan comme ayant tué l'ami, alors L-A-H-M-I, et puis l'autre Elana, c'est E majuscule L-H-A-N-A-N avec un chapeau chinois dessus. Frère de Goliath de Gath. 1 Chronique 20 2.5. Après, il y a un petit 2.
Comme nous l'avons vu dans les Philistins arriver... Comme nous l'avons vu, les Philistins arrivèrent à Canaan des îles de la Méditerranée avant les Israélites au XXe siècle avant Jésus-Christ, et c'est en s'efforçant d'étendre leur territoire au-delà de la plaine littorale où ils s'étaient installés qu'ils furent amenés à des conflits continuels avec les Israélites qui étaient également arrivés sur ces lieux et essayaient de s'installer dans le pays de Canaan, en adaptant l'histoire ancienne égyptienne de Sinoué qui relate les événements 1000 années auparavant, qu'il n'y avait pas de Philistins à Canaan, mais uniquement des tribus variées syriennes et cananéennes. L'auteur biblique choisit alors pour des raisons historiques d'identifier Goliath comme étant philistin. Cependant, le deuxième livre de Samuel en verset 21 2.16 parle de lui comme étant descendant de Rapha, géant. Rapha veut dire géant. Et en hébraïque, la traduction anglaise utilise le mot géant pour le nom Rapha, hébraïque, que l'on retrouve encore dans le premier livre des Chroniques au verset 8, 2.20. Cependant, le Réphraïm n'était pas philistin, mais le peuple des géants dont on dit qu'il vécut à Canaan dans les temps anciens, et contrairement aux Philistins, n'avait aucune connaissance du fer. Oh bah elle bouge bien ma petite flamme là, hein? Oui, bon ben là je parle devant, mais avant. Elle oscillait bien avant que je foute... Quoique ma bouche elle va comme ça, elle va pas comme ça. Donc, fais chier, il va m'emmerder toute la nuit là maintenant, parce que je suis allé faire pipi. Monsieur, j'ai entendu, ça y a pas plus. J'ai pas tiré la chasse d'eau en plus pour pas l'emmerder. Lui il se gêne pas lui, par contre, hein. Comme il va se faire vomir son vin pour pouvoir remettre dans la cafetière, là, dans sa cafetière, hein, dans sa chaudière, là-dedans, hein, il ne gêne pas de tirer la chasse d'eau et puis d'ouvrir tout pour évacuer les odeurs de vomi et tout ça, hein, parce que comme la bonne femme va venir demain matin, il faut surtout pas qu'elle sorte les odeurs, hein. Quoique, un alcoolique, ça pue. Les alcooliques, ils puent. Ils ont le foie tellement pourri par l'alcool que ça dégage des gaz qui puent. Ça pue le crever, comme un cadavre qui est en décomposition. Pareil. Je suis désolé, hein, mais c'est une grande vérité. Mon oncle était alcoolique, devenu alcoolique. On rentrait dans sa chambre, on pouvait même plus respirer. Ces diverses contradictions indiquent que l'histoire de Goliath ne faisait pas partie initialement des récits du premier et du deuxième livre. Il s'était racheté une conduite, malheureusement c'était trop tard, hein. Plus tard il a fait un cancer, il a fait plusieurs... comment qu'on appelle ça? Ah, comme on boit trop, on peut faire une cirrhose, voilà c'est ça, une cirrhose. Il avait fait une cirrhose, ouais. Donc il est mort d'un cancer, je sais plus de quoi. Il a eu un cancer, mais je sais plus de quoi. C'est pas la cirrhose qui l'a tué puisqu'il avait arrêté et tout. Et après, il a suivi un traitement. Bah, je pense que c'est à cause des traitements qu'il a eu. Il a eu un cancer après. Saloperie de cacheton. Mais bon. Oui, puis aussi, il était obligé de se soigner pour le paludisme. Oui, il a chopé ça en Algérie. Alors, l'histoire de Goliath ne faisait pas partie initialement des récits du premier et du deuxième livre de Samuel, une évidente qui s'impose encore plus quand nous analysons l'autobiographie de Sinoué. Merde, c'est con, j'ai oublié qu'est-ce qu'il avait comme cancer. Bah, dans ma famille, il y en a plusieurs qui en ont eu, alors je me retrouve plus. Ouais, il était tellement mauvais, alors qu'il s'était donné tant de mal à arrêter de boire, que le jour où il a appris qu'il avait un cancer, il s'est pris une murge. Et je l'ai croisé ce jour-là. Il m'a dit, ouais, je suis bourré. Alors, il était mauvais après moi. Mais moi, j'ai rien dit, hein. J'ai vu qu'il était bourré, j'ai rien dit. Puis après, peu de temps après, bah, il a canné, hein. Obligé. Il était en fin de truc, hein. C'est pas de ma faute, moi. Bah, il a bu, et il était en colère et tout ça. Il a dit, puisque je vais crever de toute façon, bah, il a repris la bouteille. De toute façon, le seul moyen, comme quand tu as un cancer, c'est de boire du whisky. Mon médecin, il faisait.
Il prenait pas de cacheton ni rien. Il avait sa petite fiole de trucs purs. Là, il buvait pour calmer la douleur. Les médecins sont moins cons que... Vous inquiétez pas que les médecins, ils savaient ce qu'ils font. L'autre, mon médecin, il savait. Et c'est pas... Et lui, c'était un bon docteur, hein, en plus. Hein. Très gentil et tout. Hein. Quoique... oui, enfin, je vais pas raconter. Hein. Un gynécologue. Il faisait le gynécologue, mais... il savait passer... il savait faire quoi oui, enfin, bref. Hein. Il était quand même un petit peu vicieux, quand même. Hein. Ils connaissent où c'est que se trouve le point G, hein? Ouais. Oh putain. Bah tant pis, hein, je l'ai dit. Hein. Après, c'était terminé, nada. Ouais. Obligé de faire des trucs gynécologiques, vas-y, non mais je t'en foutrais, moi, vas-y. Oh, dis donc, ils s'emmerdent pas, les gens, hein. L'autobiographie de Sinoué. Putain, je vais raconter tous mes détails de ma vie privée. Enfin, de ma vie privée, c'était pas ma vie privée. J'avais pas pris de page, moi, là-dedans? Non, c'est bon. Non, mais on tombe sur des... Sinon, il était sympa, hein. À part ça, le dérapage qu'il a fait ce jour-là, vas-y. Alors, Sinoué était un courtisan. Alors, je suis dans l'appendice D, l'autobiographie de Sinoué. Sinoué était un courtisan au service de Nefrou, la fille d'Amenemda. C'est pas attaché à D, virgule, accent là, Amenema. Alors, A majuscule, Menehmat. Et après, il y a un F ou un... Plus loin, il y a un trait ou je sais pas quoi. On voit pas bien. Ou un F... Je sais pas, c'est spécial. Bon. Alors, fondateur de la 12e dynastie d'Égypte au XXe siècle avant Jésus-Christ, la façon dont se présente son autobiographie, l'histoire de sa fuite soudaine en Égypte, ses errances, son combat contre un homme cananéen, puissant comme Goliath, et son retour final pour être enterré dans le pays de sa naissance, indiquent clairement qu'elle fut originellement écrite dans sa tombe. Plusieurs copies de l'histoire reconnues comme étant basées sur des faits réels furent trouvées ultérieurement datant du XXe siècle avant Jésus-Christ. Tout ça, je les avais. Où les événements se déroulèrent jusqu'à la 21e dynastie au 11e siècle avant Jésus-Christ. Où les événements se déroulèrent jusqu'à 21e siècle. D'accord, je reprends là parce que là, j'avais perdu ma ligne. Dynastie, 21e dynastie au 11e siècle avant Jésus-Christ. C'était l'histoire très populaire en Égypte ancienne, enseignée aux étudiants comme un exemple littéraire. Et il ne fait aucun doute que toutes les personnes éduquées en Égypte, quelle que soit leur origine ethnique, auraient été familières à son contenu. L'histoire commence aux alentours de 1960 avant Jésus-Christ. Ah non, j'y étais pas, hein. Je suis né 2 ans après, mais... Bon. Ouais. Enfin, j'y étais, mais pas... Hein, pas sous cette forme-là. Bon. J'en sais rien si j'étais du temps de Goliath, hein, mais du temps du pharaon, là, oui, j'y étais. En l'an 30, le dernier du règne d'Amenemta, Sinoué était à ce moment-là absent de la capitale avec l'armée égyptienne, menée par Sésostri, le fils aîné héritier et co-régent du souverain, alors que l'armée revenait des campagnes militaires contre les tribus libyennes dans le delta occidental. Tu casses pas la gueule parce qu'il y a les papiers qu'il là, hein, ça serait con. Ben. Un émissaire arriva du palais durant la nuit portant des nouvelles qui obligèrent Sésostri, je l'ai dit que j'étais dans l'appendice 8 de l'auto... Oui, j'ai dû le dire. Durant la nuit portant des nouvelles qui obligèrent Sésostri à quitter ses troupes en urgence et à rentrer au palais, des messages furent également envoyés aux plus jeunes filles. Aux plus jeunes fils
du roi, servant dans l'armée. Et Sinoué entendit l'un d'eux lu à haute voix. L'un d'eux lut à haute voix. Il disait qu'il y avait eu une conspiration au palais et on avait attenté sans succès à la vie j'ai des problèmes. D'Amenema. Oh. Alors. Ah, c'est un 1 qui est devant. Amenema 1. Pendant qu'il dormait. Là, c'est mieux écrit parce que là-bas, je voyais pas bien. En entendant cela, Sinoué en fut tant effrayé qu'il décida de s'enfuir. Il ne dit pas quelle fut la raison de sa grande frayeur. En fait, à un point de son histoire, il a du mal à exprimer qu'il n'y avait aucune raison apparente pour justifier sa fuite. Bien que, en tant que courtisan du palais lui-même, il aurait pu être indirectement mêlé à l'affaire, ou du moins en être suspecté. En relatant une conversation avec Nenchi, le fils d'Amu et souverain de retenue supérieure Palestine du Nord, il dit que Nenchi demanda « Pourquoi es-tu venu ici? Quelque chose s'est-il passé à la résidence ?» Et il répondit « Le roi de Haute et Basse Égypte Tepidbre, c'est-à-dire Amenemat, est parti vers l'horizon, est mort, et personne ne sait ce qui est arrivé à cause de cela. Quand je revins d'une expédition dans la terre des Libyens, quelqu'un me l'a annoncé. Mon esprit s'est égaré, mon cœur quitta mon corps, et cela me poussa sur le chemin de la fuite. Cependant, personne n'a parlé de moi, personne ne m'a craché au visage, aucun mot insultant ne fut entendu, et mon nom ne fut pas entendu venant de la bouche du héros. Je ne sais pas ce qui m'amena dans ce pays, ce fut comme le projet d'un dieu. Quelle qu'en soit la raison, Sinoué s'enfuit à partir du delta occidental et se dirigea vers le sud jusqu'à ce qu'il... Il va falloir que je fasse mon bureau parce que comme j'ai un problème du côté de mon plate, là, ça c'est pas bon, ça me fait mal à chaque fois. Oui, j'ai des blessures un peu partout dans le corps. Je me suis blessé à plusieurs endroits, c'est sûr, j'ai failli me tuer plus d'une fois. Enfin, on a essayé de me tuer plus d'une fois. Putain. Eut atteint un endroit où le Nil était une simple rivière à proximité de la ville moderne du Caire, où il traversa vers la rive est. Il tourna ensuite au nord en suivant la lisière des terres cultivées jusqu'à ce qu'il arriva à l'entrée du Wadi Tumila, la vallée connectant le delta oriental au lac Timsa, près de la moderne Ismailia, et point de départ de la route de Sinaï menant à Édom, au sud de la mer Morte, et au Négeb, le vaste désert de la Palestine sud, qui fait partie de nos jours de la moderne Israël. Amenemhat Ier avait construit une forteresse connue sous le nom les Murs du Prince, comme barrière contre l'infiltration des Bédouins, et Sinoué fut forcé de se cacher dans un buisson afin que la garde postée sur le mur de la forteresse ne le vît point. Une fois que la nuit fut tombée, il poursuivit son voyage dans le Sinaï, où le chef d'une tribu de Bédouins lui donna à manger et à boire, et l'aida à atteindre le sud de la Palestine. De là, il continua vers le nord le long de la voie connue dans la Bible comme la route de la mer, où il fut éventuellement pris en amitié par le prince Neshi. Aïe. Putain, mais je maudis celui qui a... Putain, j'ai pas le droit de maudire, Seigneur. Mais putain, mais mais... J'ai pas le droit de... J'ai pas le droit. Mais ceux qui ont inventé la télé, merci, hein. Alors, j'ai juste à fermer ma gueule, hein. J'ai vécu pendant pas mal de temps le nez dans la télé, hein. De 1969 à jusqu'à il y a 2-3 ans, là, que j'ai... il y a plus d'un an que j'ai arrêté, hein. J'avais plus de télé, de toute façon. Attends, Gilles... Oui. Ah oui, la dernière fois, Gilles, il regardait ma télé. Moi, elle me servait juste pour jouer aux jeux vidéo et tout ça, là, vas-y. Et puis pour regarder, quoi, bah je regardais rien d'autre.
Je m'éclatais avec mon ordinateur ou avec... ça dépend. Avec ma tour ou avec mes jeux, mes consoles de jeux. Donc... Hein, vu que je gamais, je gamais. Donc Gilles, lui, il regardait juste Nagui à midi, pendant qu'il mangeait, c'est tout. Il avait son plaisir à regarder juste Nagui, c'est tout. Et puis regarder ses films dans sa chambre. Puisque j'avais donné ma télé que j'avais avant, qu'on pouvait mettre l'ordinateur au-dessus, puis qu'on pouvait mettre aussi un disque dur dessus. Oui. Puis sur celle que j'ai virée, on pouvait mettre aussi des trucs. Enfin, elle était encore plus sophistiquée, mais l'autre, déjà, c'était pas mal, l'autre. Elle est toujours de l'autre côté, d'ailleurs. Hein. L'autre, je l'ai virée. Ça me prenait de la place, puis ça me faisait chier. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'une télé qui fonctionne pas? Ça fonctionnait plus. J'avais plus la télé, même avec ma box. Ça me fonctionnait plus. Pourquoi? Parce que Gilles avait pas... depuis que Gilles avait fait le penchement, je sais pas, il y a eu une couille dans le pâté, hein, comme il a mis la rallonge. Bah oui, hein, entre 5 et 8 fils, si tu mets une prise de 6 à la place pour faire la rallonge, au lieu de mettre une prise de 8, forcément qu'il y a 2 fils qui sont pas branchés. Hein, voilà. Il avait rebranché que 2 fils par rapport à l'autre fil sur l'autre. Alors évidemment, j'avais plus du tout le truc. Hein. Puis là, je vais pas essayer. Hein. Je vais pas essayer de brancher une télé pour voir comment ça fait. J'en ai rien à péter. Tout ce que je sais, c'est que j'ai récupéré des trucs parce que le truc, il est allumé. Voilà. Le seul truc qui est pas allumé, c'est le truc de la télé. Voilà, maintenant. Et mon smartphone, il était connecté avec la télé aussi. Voilà. Bah... Non, je dis, je veux plus de cette télé, c'est que des conneries. Excusez-moi, ça me gratte dans le nez. C'est quoi qui me chatouille comme ça? C'est... Je sais que j'ai... Ah ouais, j'ai des cheveux qui se baladent et qui viennent jusque là, putain. Ah. Alors... Ouais, j'ai dit non, je vais pas regarder des conneries à la télé qui nous lavent le cerveau, là. C'est débile. Les pubs, c'est de la connerie. Ils savent pas faire des pubs sans montrer des gens à poil, hein. T'as besoin d'être à poil pour vendre un savon, ou pour vendre un shampoing, ou pour vendre je sais pas quoi. Bon. Même sans ça, hein. Il faut qu'ils mettent des fesses partout, hein. Ouais. Dans le temps, t'avais des pubs, c'était marrant. Maintenant, c'est débile, maintenant. Oh, ah, s'il y a de la cire qui tombe sur le papier... Excusez-moi, pardonnez-moi, je peux pas enlever le papier en même temps et puis mettre ma... J'ai pas 4 bras. Ce serait pratique, remarque. Bon. Ouais. Il n'est pas facile de localiser précisément l'endroit où Sinoué passa ses années d'exil. Son récit relatant cette étape de cette pérégrination contient l'affirmation: je partis pour Byblos, un ancien port au nord de la Phénicie, et tournai vers Kedem, il n'y a pas de « et », alors, qui signifie généralement l'Est. Je passai là la moitié d'une année, puis Nenchi, fils d'Amu, le souverain de retenue supérieure, m'amena à lui. Nenchi. La mention de Byblos a été interprétée comme signifiant que la région de Sinoué s'installa finalement est à localiser aux environs à l'est de cette cité en Syrie du Nord. Mais ceci est totalement erroné et les mots de Sinoué doivent être analysés en tenant compte de la connaissance géographique approximative de l'Asie occidentale à cette époque, qui était alors possédée par les Égyptiens. Ce ne fut qu'au début de la 18e dynastie, au XVIe siècle avant Jésus-Christ, que les Égyptiens obtinrent des informations détaillées de la région. Jusque-là, ils appliquèrent généralement le terme de retenue de la Syrie-Palestine. Cependant, ils connaissaient le port de Byblos du fait des contacts commerciaux réguliers qu'il y entretenait par la mer, comme
la route du pays des Philistins bibliques, rejoint la route de la mer à Gaza, joignant l'Égypte à l'Asie occidentale, menant à la Syrie du Nord, en passant par Byblos, le seul endroit en Asie occidentale bien connu des Égyptiens. L'affirmation que Sinoué partit pour Byblos est simplement un moyen de signifier la direction géographique de son voyage et indique appris. Attends, merde. C'est mieux en appuyant sur le papier parce que sinon la lumière n'atteint pas les trucs là. La direction géographique de son voyage et indique « Je pris la route qui mène à Byblos » et il n'établit jamais qu'il atteignit en fait cette ville. Sinoué parti pour Byblos est simplement un moyen de signifier la direction géographique de son voyage et indique « Je pris la route qui mène à Byblos » il n'établit jamais qu'il atteignit en fait cette ville. Au lieu de cela, il abandonna la route de la mer et tourna vers Ezra, Kedem, Est, à un certain moment en retenue supérieure. Durant cette période de Moyen-Âge de bronze de 1200 à 1550 avant Jésus-Christ, la route de la mer était traversée au niveau de la section nord de la mer Morte par une route est-ouest reliant Jérusalem sur le fleuve Jourdain à Jopha, entre parenthèses à côté. Ça s'appelait Jopha à l'époque. Sur la Méditerranée. Ce fut très probablement ici, près de la région qui fut rapportée comme étant l'endroit où se déroula le combat entre David et Goliath, que Sinoué tourna vers l'est, car il restait aussi près de la route menant en Égypte, la terre de sa naissance. La contrée de retenue supérieure où il choisit de séjourner était assurément la région centrale de la Palestine du Nord plutôt que celle des villes étaient de la Syrie du Nord, comme cela a été suggéré. Les villes étaient fortifiées, entourées. Les villes-États étaient fortifiées, entourées de solides murailles, avec des villages et des terres cultivées à leur pourtour. C'est pas étonnant qu'ils ont pu faire des murs qui faisaient 20 mètres d'épaisseur, hein, avec les géants. Ils n'avaient pas de mal à construire ça, eux. Puis à tailler des trucs assez gros. Quoique, des briques, ils pouvaient fabriquer des briques avec de la glaise, hein, qui séchait au soleil, hein. Avec des villages et des terres cultivées à leur pourtour. Puis à l'époque, ils connaissaient la fabrication d'une sorte de béton. Hein. C'est pour ça qu'ils ont fait les gros blocs des pyramides. Hein. Les gros blocs, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont coulé comme du béton, des espèces de sable ou je sais pas quoi, mélangé. Je sais plus comment que ça s'appelle. J'avais ça dans mes livres. Ils l'ont démontré parce qu'ils ont dit c'est pas possible qu'on puisse faire des briques, enfin des pierres aussi bien taillées au millimètre près. Hein. Une feuille de cigarette ne passe pas tellement que c'est étroit. Donc c'était bien du truc coulé. Et après, hein, comme on fabrique les briques, voilà. Alors, ça a été prouvé hein, en plus. Voilà, hein, tu prends du béton, tu coules ça dans un machin, et puis tu fais des briques avec, ou tu fais ce que tu veux, hein. Des agglos, ou tu fais ce que tu veux. Hein. Alors, les villes étaient fortifiées, entourées de solides murailles, avec des villages et des terres cultivées. À leur pourtour, cependant, là, la vie décrite par Sinoué se passait parmi un peuple semi-nomade composé de bergers et de chasseurs qui vivaient dans des tentes. Comme nous l'avons vu auparavant, après avoir vécu en retenue supérieure pendant 6 mois, sa présence fut remarquée par Nenchi, le souverain de ce territoire qui vit un allié fort utile en ces Égyptiens. Exilé et ancien courtisan, le prit sous sa protection et lui accorda des traitements de faveur. Il me plaça devant ses enfants, il me maria à sa fille aînée, et me fit choisir dans son pays la meilleure partie de ce qu'il possédait. À la frontière avec un autre pays, c'était une bonne terre appelée Yaha. Il s'y trouvait des figues andouille. T'en as mangé il n'y a pas longtemps. Des figues fraîches. Oh la vache, je me suis régalé. Il s'y trouvait des figues ainsi que du raisin et plus de vin que d'eau. Son miel était en abondance et ses oliviers fort nombreux.
Ces arbres portaient toutes sortes de fruits, de l'orge et du blé. Il y avait toutes sortes d'élevages sans limite. Les hommes chassaient pour moi et m'offraient de la nourriture en plus de la prise de mes chiens de chasse. Je passai plusieurs années durant lesquelles mes enfants grandirent et devinrent des hommes puissants, chacun dirigeant sa propre tribu. Nenchi nomma également Sinoué comme chef de son armée. Ce favoritisme envers un étranger semblerait avoir provoqué la jalousie des hommes locaux, car Sinoué nous dit « Un homme puissant de retenue arriva à ma tente pour me défier. C'était un champion inégalé, et il les avait tous vaincus. Mon Dieu, on croirait qu'on me met les jambes dans de la glace. Pour me défier, c'était un champion inégalé, et il les avait tous vaincus à retenue. Il dit qu'il se battrait avec moi, car il pensait me battre. Il complota de piller mon troupeau. Il complota de piller mon troupeau, suivant le conseil de sa tribu. Son chef me parla. Je dis, je ne le connais pas, je ne suis pas son ami. Que puis-je marcher librement dans son camp? Il est jaloux car il me voit diriger vos affaires. S'il désire combattre, laissez-le dire, et ce que Dieu ne sait pas, ce qui lui a été prédit en connaissance de cause. Alors, je passai la nuit à tirer à l'arc, je tirai mes flèches et je sortis ma dague. Je réparais mes armes lorsque l'aube se releva. Retenu était là. J'avais incité ces tribus et rassemblé les terres de la moitié. Et la moitié d'elle, point. Elle avait préparé ce combat. Il avança où je me trouvais et je me plaçais près de lui. Chaque cœur brûlait pour moi. Hommes et femmes criaient, chaque cœur souffrait pour moi, disant « Y a-t-il un autre homme fort pour le combattre ?» Il prit son bouclier, sa hache et une poignée de javelots. Mais après avoir échappé à ses armes, j'esquivais le reste de ses flèches qui se succédaient rapidement, l'une après l'autre. Puis il poussa un hurlement, car il s'apprêtait à me frapper. Et il m'approcha. Je le visais. Ma flèche s'enfonça dans son cou. Il cria et tomba sur le nez. Je l'achevai avec sa propre hache. Je hurlai mon cri de guerre sur son dos. Chaque Asiatique rugit et son peuple fut en deuil. Le souverain Nechi, fils d'Amu, me serra dans ses bras. Oh putain. Pourtant j'ai les bottes, hein, mais ça passe dans la jambe du pantalon. La période d'exil de Sinoué commença comme nous l'avons vu plus tôt. Aux alentours de 1960 avant Jésus-Christ, le dernier année du règne d'Amenemta Ier, après la mort de son père, son fils aîné Sisostri épousa sa sœur Néphrou afin d'hériter du trône, comme l'était la coutume égyptienne, et régnait seul durant 35 années. Durant cette période alors en exil, Sinoué continua à ressentir le mal du pays de sa naissance et envoya des messages réitérés au palais demandant la permission de retourner en Égypte afin d'y finir ses séjours. Tu me fous de l'allergie. Il me fout de l'allergie. Chier. Et être enterré, finalement sa requête fut accordée et il passa ses dernières années à la cour. Sa tombe n'a toujours pas été trouvée, bien que l'on pense qu'elle soit située dans la région de Lish, en Moyenne-Égypte. L-I-S-H-T. En Moyenne-Égypte, en furent découvertes les pyramides d'Amenemhat Ier et de son fils Sésostri. J'ai quand même réussi à le dire bien, bah dis donc. Ouh la vache. Voilà. Je voulais me coucher, bah du coup, vas-y. Hein. Ça va être une galère de me coucher parce que je vais trembler de froid. Sinoué est véritablement un personnage plus important dans l'histoire biblique que ne le révèle. Je vais m'acheter des bouillottes, on met de l'eau chaude dedans, ça va me tenir chaud l'hiver. Puis comme j'aurai ma chatte ou mon chat, moi je préfère une chatte, mais je prendrai ce que Dieu me donnera. Dieu me donnera ce qu'il voudra bien. Voilà.
Il sait que je veux un chat, il me donnera... voilà. Une chatte, c'est plus amicieuse, une chatte. Quoique, j'ai vu des chats mâles très affectueux envers leur maîtresse hein, dans les vidéos. Enfin bref. Alors, l'histoire biblique que ne le révèle ce récit. Son histoire est à peine racontée ici uniquement pour préciser le récit de son combat contre le puissant... J'aurais bien pris les deux, hein, moi, parce que s'ils sont... Voilà, ils disent qu'il faut les castrer, mais bon, ça me fait chier, mais bon, si on les castre pas... Enfin, c'est pas naturel de faire ça, mais bon. Je prendrai le chat qui en misera, et puis c'est bien, mais voilà. Non, c'est barbare de faire ça, mais bon, moi je suis pas d'accord, moi, qu'on castre les animaux. Bah, ma grand-mère a été obligée de donner la pilule à l'époque, et je parle de ça il y a plus de 40 ans, hein, oui, j'avais quel âge? Ouais, ouais, il y a plus de 40 ans de ça, elle avait une siamoise. C'était rare d'avoir une siamoise, hein, une vraie chatte siamoise, hein, c'était qui venait du Siam, hein. Il n'y en avait pas beaucoup de personnes qui avaient des chats de race comme ça. Elle l'a eu, je sais pas comment, mais elle a eu cette chatte. Pour son anniversaire, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de la chatte? Ah oui, donc elle était pas... Elle était obligée d'y donner la pilule bah, pour calmer les ardeurs. Le vétérinaire y avait donné ça. Une sorte de pilule pour calmer un peu ses ardeurs, parce qu'elle hurlait tout le temps. Bah, elle était en chaleur, c'est normal. Hein. Donc mon oncle qui était bourré, il est tapé sur la gueule, la pauvre chatte. Donc ça j'ai déjà raconté, hein, elle s'est sauvée, voilà. Elle était tellement belle. Oh putain, quel beau chat. Des yeux bleus avec les oreilles plus foncées. Ça faisait comme un masque, je sais pas quoi, là, très, très belle. Oh putain. Le corps aussi, là, une robe, ça faisait un peu beige, beige gris, enfin beige, un peu... Oui, un peu dans les couleurs très claires, comme qui touchait du très 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 clair par rapport au marron, une espèce de marron là qu'elle avait aux oreilles. Enfin, je sais plus quoi. Les bouts des pattes aussi, c'était la moitié des pattes, les pattes qui étaient de la même couleur que les oreilles et le truc de tête. Et tout le restant du corps était beige, un beige clair, si on peut appeler ça un beige. Elle était magnifique. Ouais. Alors, contre le puissant homme cananéen qui se déroula durant le XXe siècle avant Jésus-Christ et trouve un écho dans la confrontation entre David et le géant Goliath. 1000 ans plus tard, les similitudes entre les deux récits ont été remarquées par plusieurs historiens, tels que William Kelly Simpson. Non, c'est pas marqué Simpson, c'est marqué Simpson. Est-ce qu'il y a un P dans Simpson? Dans les Simpsons, la série, là, des... S-I-M-P-S-O-N. Ça s'écrit pareil ou pas? Ouais, bah, vous aurez qu'à me le dire, mes abonnés. Le, 3 points plus loin, récit du combat contre le champion de retenue a fréquemment été comparé au duel de David et Goliath, pour lequel il a pu servir de modèle littéraire. Numéro 3. Il y a un petit 3 après, voilà, donc je dis il y a un numéro 3. J'ai mal au dos. What? Ah bah ça danse bien la flamme, hein, avec les... Alors, il va être 1h du matin. Bah, le récit de Sinoué existait dans plusieurs textes du XXe siècle avant Jésus-Christ et était populaire durant le XVe siècle avant Jésus-Christ à l'époque du séjour des Israélites en Égypte. Il a été montré précédemment dans ce livre que l'histoire de la mise à mort de Goliath dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 ne pouvait pas être une partie originale de l'histoire de Saul et David, relatée au chapitre 16 à 31, mais correspondait à une insertion tardive présentant une version différente de la première rencontre entre les deux personnages. Ils ont bien tricoté, hein, Seigneur. Se sont pas trop emmerdés? Ouais. Alors que les ennemis de Saul étaient les Philistins qui arrivèrent dans ce pays au cours du XIIe siècle avant Jésus-Christ, on dit que Goliath descend des Réphaïm.
un peuple vivant au pays de Canaan dans les temps anciens, ainsi que durant la période de Sinoué. Sinoué reçut le poste de commandant des combats. Des combattants de Neshi. Similairement, David reçoit une position identique dans le récit ajouté de Goliath, où nous apprenons que Saul le mit à la tête des hommes de guerre. 1 Samuel 18, 2.5. Cependant, ceci est contredit dans certaines parties de l'histoire concernant la relation de Saul et de David, qui ne dépendent pas de l'histoire interpolée de Goliath. Nous découvrons ici qu'Abner était le chef de l'armée de Saul. 1 Samuel 17, 2.55 et d'autres versets que David fut nommé initialement comme écuyer de Saul et plus loin qui n'était pas vraiment placé au commandement de l'armée entière mais devint chef de mille. 1 Samuel 18, 2.13. Comme nous l'avons vu, des auteurs bibliques confrontés plus tard à 3 versions de l'histoire de Goliath, 3 versions, rien que ça, ah ma putain, ressentir la nécessité d'introduire le frère de Goliath dans le second et troisième de ces récits afin de contourner la difficulté représentée par la mort ostensible de Goliath au moment où ces rencontres se produisirent. Les 3 récits trouvent également un écho dans un autre combat de plus dans lequel nous apprenons qu'un homme appelé Banayahu tua un Égyptien qui avait en main une lance, mais il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et tua celui-ci avec sa propre lance. 2 Samuel 23, 2.21. C'est balance comme ça, là. Et je souffle pas dedans, hein. J'ai pas soufflé, je souffle par là, pas par là. Fuck. La conclusion s'impose que l'autobiographie de Sinoué, très populaire durant l'époque de séjour des Israélites en Égypte, est enseignée à l'école comme exemple d'excellence littéraire survécue dans la mémoire israélite quand ils partirent pour la terre promise. Plus tard, les scribes hébraïques à Babylone, soucieux d'accentuer l'image du chef tribal David pour faire accepter au lecteur qu'il établit le grand empire s'étendant du Nil à l'Euphrate, inclure la rencontre de Sinoué et d'un puissant homme cananite dans le premier livre de Samuel. Fin du chapitre. Appendice, fin du chapitre de l'appendice. Alors, appendice E, la fontaine de la Vierge. Page 287. Ok, on y va. Jérusalem était construite sur un plateau et limitée en taille par 2 vallées. Kidron, la moderne Silouane, S-I-L-W-A-N. À l'est, virgule, et Hinnom, H-I-N-N-O-M, la moderne Géhéna, à l'ouest. Les 2 vallées se joignent au sud de la ville. Le plateau est divisé en 2 arêtes par une vallée nord-sud. Le Tyropon, T-Y-R-O-P-O-E-N. Le site de l'ancienne ville-forteresse était situé en partie sud de l'arête est qui ne fait pas plus de 100 ou 150 mètres de large. La partie nord de l'arête, le mont Moriah, l'ancien site sacré où Salomon érigea son temple, et où la mosquée d'Al-Aqsa est maintenant située et plus haut et plus plat au nord du plateau. Les arêtes s'intègrent dans la chaîne de montagnes formant l'épine dorsale de la Palestine. Les vrais juifs, les Palestiniens, les vrais juifs, on leur a volé leur terre. La première installation à Jérusalem était située sur l'arête est à cause de sa proximité avec une source connue sous le nom de Gihon. G-I-H-O-N. La fontaine vierge chrétienne passant dans la vallée de Kidron, au pied de l'arête à environ 325 mètres, de son extrémité sud, la région avait la forme d'un triangle allongé. Avec le mont Moriah, le temple du mont au nord et les vallées de Kidron
et de Tyropoène de chaque côté. En termes archéologiques, cette région à l'exception du mont du Temple, fut appelée la cité de David, site de l'ancienne forteresse. L'examen des restes de la surface commença. Il y a presque 200 ans et demi, le milieu du XIXe siècle, Jérusalem devint le centre d'attention privilégié des archéologues. Les premières excavations systématiques furent conduites entre 1867 et 1870 par Sir Charles Warren pour la Fondation d'exploration de la Palestine, nouvellement créée une rangée de murs le long de la crête est de l'arête. Elle fut découverte par Warren plus au sud. Une autre section de ces murailles défensives fut découverte par R.A.S. McAllister durant les excavations conduites par J.G. Duncan ou Duncan. On dit Duncan? Est-ce que c'est pareil que Duncan celui-là qui coupait les têtes, hein? Duncan MacLeod ou MacLeod? Oui, on dit, je sais pas comment on prononce, je sais plus. Entre 1923 et 1925, McAllister découvrit également une tour importante qui attribua à David et Salomon, son fils et successeur, selon la Bible, et qu'il considéra comme une injonction aux défenses originales jébusites. Alors, comme nous l'avons vu auparavant, Thoutmôsis III obtint le contrôle sur Jérusalem sans la nécessité d'une bataille. Cependant, comme le premier livre des rois, au verset 11 de point 27, relate Salomon construisit le Millo, il fermait la brèche de la cité de David, son père, McAllister, et Duncan furent persuadés que cette tour était l'endroit même où David pénétra dans la cité. Ils affirmèrent avoir trouvé des preuves de la brèche dans le mur, ainsi qu'une autre construction qui renforçait le mur à cet endroit et qu'ils considéraient comme étant la forteresse. Le récit biblique de David et de ses disciples ainsi que de leur travail de construction à Jérusalem affluèrent sur les espoirs de McAllister concernant ce qu'il pourrait trouver sur le site. Une brèche dans le mur de la cité, une structure quelconque construite vers l'intérieur à partir de là, et une tour ou autre structure remplissant la brèche, et il semble avoir cru qu'il s'agissait exactement de ce qu'il avait pu découvrir dans un site à 200 mètres au sud de la présente mosquée et au-dessus de la source de Gihon ou de Guillon. En contrebas dans la vallée de Guidron, tous ces éléments sont exactement ce que nous avons découvert. Le mur extérieur situé sur l'escarpement était pratiquement écroulé. Les pierres étaient tombées en désordre à l'intérieur vers la cité. Cependant, elles conservaient quelques traces de leur parcours de chute originel. Ces grandes pierres étaient difficiles à déplacer et furent laissées là où elles étaient, tombées par les anciens habitants, et comme nous considérions que tout ce qui pouvait présenter une brèche faite par David était un monument national d'importance, nous ne les dérangèrent pas non plus, à part quand cela fut absolument nécessaire afin d'établir un ou deux points au sujet de l'escarpement situé au-dessous. À l'intérieur de cette brèche et la refermant se trouvait un long mur droit parcourant presque entièrement la zone d'est en ouest. Il faisait à peu près 3 pieds 6 pouces et quelques 80 pieds étaient encore debout à l'extrémité est actuelle. Il avait été détruit plus tard par le rajout de structures. Ce mur présentait une particularité de construction absente du reste des murs découverts. Elle consistait de couches alternées de grandes pierres et de petits cailloux. C'est exactement ce que nous pouvions espérer en regard des circonstances. Les constructeurs de ce mur pouvaient s'approvisionner directement à la grande brèche du rempart jébusite, l'utilisant comme une carrière. Cependant, les grandes pierres de rempart étaient difficiles à manipuler. Par conséquent, les constructeurs les brisèrent pour leur donner une taille plus maniable. Ils eurent bientôt une grande quantité de cailloux à leur disposition qu'ils incluèrent dans la maçonnerie du mur, comme décrit auparavant à chaque fin. Comme auparavant.
Alors, il y avait à chaque fin de mur se trouve une tour solide. Nous joignîmes ce mur aux travaux attribués à David. Une tour rectangulaire fut construite dessus sur le mur, et un petit fragment de mur demeura suggérant qu'il s'agissait d'une des tours séparées par un passage. Cette structure... Mon Dieu. Si je vois un M à la place du P, il faut le faire. Hein. Par un passage. Cette structure remplissant la brèche Mio égale un remplissage. Structure remplissant la brèche Mio égale un remplissage. Oh putain, je suis reparti au-dessus, moi. Bah oui, je vois 2 Mio. Il y a un Mio là, puis un Mio là. Oh punaise. Mio égale un remplissage. Nous hasardâmes à l'identifier au Mio disparu depuis longtemps. Le rapport McAllister semblait impliquer que finalement, des preuves tangibles archéologiques avaient été trouvées permettant de confirmer le récit biblique de la capture de Jérusalem par David au cours des premières années du Xe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, les conclusions de McAllister furent contredites à leur tour par les nouveaux questionnements qu'elles créèrent en concernant la méthode suggérée dans le premier livre de Samuel, dans laquelle David prit la cité. Par le moyen d'un canal sur l'arête est, McAllister localisa un puits d'eau donnant accès à la source de Gihon, quasiment situé en dessous de lui, dans la vallée de Kidron. Malheureusement, le haut de ce puits sortait de terre à environ 25 mètres en dehors de la ligne de mur découverte par McAllister. Incontestablement, ceci représentait une installation inadaptée pour que les habitants puissent obtenir de l'eau en cas de siège. Putain, j'en prends plein la gueule. Hein, on voit bien que j'aspire pas dans la truc sur de ma tête. La flamme, elle danse bien, non? Bon. Kathleen Quignon, l'archéologue britannique, se confronta à ce problème quand elle commença à travailler sur le site en 1961. Elle décida de commencer par le puits d'eau à l'est du site de McAllister et découvrit que les anciens habitants de la cité avaient creusé un tunnel afin d'assurer leur ravitaillement. Ah oui, c'est vrai, comme j'étais myope, je pouvais regarder de près, mais je suis presbyte maintenant. Enfin bref. Ou autre, parce que, vas-y, hein. Ravitaillement en haut. Au début, ils tentèrent de creuser un puits directement jusqu'au niveau de l'eau, mais échouèrent en raison de la durée du rocher. Puis ils creusèrent un tunnel angulaire avec des escaliers et à la fin de ce tunnel un puits qui descendait au niveau de la source. Par ce puits, l'eau pouvait être tirée sans que l'ennemi assiégeant la forteresse n'en ait aucune connaissance. On croit que ce système est celui qui est signifié par le mot « canal », utilisé dans le second livre de Samuel au sujet de la conquête de Jérusalem par David. Une tranchée fut creusée à partir du puits sur l'arête descendant la pente vers la source. Déjà lors d'une première étape de l'excavation, il devint évidemment que le mur supposé appartenir à la cité jébusite n'y était pas lié. Une tranchée fut conçue partant du pied de la tour de David de McAllister jusqu'à un niveau de 27,25 mètres en contrebas. Il ne fut pas longtemps avant que l'on établisse que la tour n'appartenait pas à l'époque de David. La tour considérée comme ayant été construite par David afin de renforcer les défenses du Jébusite fut en fait érigée sur les ruines de construction datant du 7e siècle avant Jésus-Christ et la tour elle-même ne datait pas d'avant le 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ. De plus, les découvertes faites dans la tranchée creusée sur la pente par le puits révélèrent que le premier mur fut construit sur le bord de l'arête sur la roche naturelle. Au début du Moyen Âge de bronze 2 à
aux environs... Il me fout de l'allergie, ce con. Aux environs de 1800 avant Jésus-Christ. Il fait 2,5 mètres de large et est composé de très grosses pierres. En regard de la solidité des découvertes faites dans la tranchée de fondation du mur, il est certainement daté du Moyen-Âge de bronze II. Il s'agit du mur qui protégeait la cité jusqu'à la période de la monarchie israélite. Aucun signe de réparation ne fut trouvé du point de vue topographique, la raison pour laquelle le mur fut construit sur ces lignes est évidente. Il fut érigé sur la pente de façon à ce que l'entrée du premier puits menant à la source soit intégrée à l'intérieur de la partie fortifiée. En réalité, bien que plusieurs fouilles archéologiques diverses se déroulent à Jérusalem durant un siècle et quart, aucune preuve n'a été apportée pour soutenir l'idée que la cité fut prise par la force au temps du chef tribal, David. Durant la première partie du Xe siècle avant Jésus-Christ, où qu'aucune construction n'ait été faite dans la cité durant cette période, par conséquent, le chef tribal David n'a laissé aucune trace historique ou archéologique. Ça a craqué, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est ma mâchoire. Bien que des traces de Millau mentionnées dans la Bible furent trouvées, elles ne datent pas de l'époque du David tribal ou de son successeur, mais de celle des successeurs de Toutmosis III dans le premier livre des rois, chapitre 9 de point 27. On nous dit que Salomon, qui succéda à David, construisit Millau. Il a été accepté que ce Millau était une sorte de remplissage pour étendre la superficie de la cité et en renforcer les défenses. Kathleen Kenyon put aussi résoudre ce problème. On découvrit que, en raison de la pente abrupte est, une série de terrasses en espalier avait été aménagées, remblayées et soutenues par des murs de pierre qui s'élevaient du bas de la cité. Par conséquent, la première ville fortifiée de Jérusalem, d'après les preuves présentes, s'étendait bien en bas de l'arête est, avec des constructions grimpant en accord avec la pente abrupte de l'arête. Les niveaux d'évolution du plan de Jérusalem arriva apparemment au XIVe siècle avant Jésus-Christ, en 1961. Il fut établi que, en partie haute de l'arête, un système élaboré de plateformes fut construit ayant pour but d'étendre la zone située au niveau très restreint du sommet de la colline. Cette année, ces plateformes ont été examinées. Détail. La partie de ces ensembles architecturaux qui représentait un tel achèvement impressionnant des travaux en 1961 se révéla avoir été utilisée depuis le 7e siècle et probablement pour les constructions babyloniennes. Il consistait essentiellement en murs de soutènement parallèles à la ligne de l'arête soutenant un remblai qui était stabilisé et divisé en compartiments par plusieurs murs intermédiaires construits à angle droit de la pente. Ces murs n'étaient pas en eux-mêmes substantiels, étant pour la plupart seulement d'une épaisseur d'une pierre, mais étaient construits à intervalles rapprochés, généralement à 1 mètre environ. La partie découverte semblait avoir été construite vers l'extérieur d'une colonne centrale contre laquelle des remblais supplémentaires avaient été ajoutés de chaque côté, chacun en vis-à-vis d'une cloison intermédiaire construite sur un mur légèrement incliné vers l'intérieur et s'appuyant contre la colonne centrale. La majeure partie de la zone nettoyée se trouvait au sud de la colonne. Il existait sans aucun doute plusieurs sections de ce type, chacune construite vers l'extérieur d'une colonne similaire. Le remplissage des compartiments variait dans certains cas. Il consistait essentiellement de gravats en vrac, dans d'autres cas de terre et dans certains autres d'un remplissage strié dont la section ressemblait à des briques de turf. Ah ouais, voilà. Ou debout, excepté que les stries sont beaucoup trop étendues et présentent des extrémités fermes ressemblant à des briques de boue qui sont difficiles à interpréter. Il n'y avait pas grand-chose à découvrir dans ces remplissages, mais il y avait assez de poteries comprenant quelques fragments de céramique mycénienne et de bois de lait Slit II pour déterminer la date aux environs du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Fin de la page 293, pardon.
Ce fut à cette époque qu'Amenhotep III, arrière-petit-fils de David Toutmosis III et de Éper Moïse, Akhenaton, régna sur l'Égypte et eut le contrôle de Jérusalem durant approximativement 3 décennies à la mort de Toutmosis III. La structure était élaborée et représentait évidemment une opération majeure d'urbanisme étendant en premier lieu la largeur de la zone propice à des constructions stables d'à peu près de 18,5 mètres sur le côté est de ce mur. Elle fut cependant vulnérable au désastre car la plateforme ainsi créée dépendait de la capacité des murs de soudainement à contenir le poids considérable du remblai à l'arrière. Ces murs de soutènement étaient faits d'une maçonnerie de pierres sèches agglomérées en vrac, excellentes comme elles étaient intactes, mais si fragilisées, risquant de s'écrouler rapidement. Des anciens ennemis ou des causes naturelles comme les tremblements de terre ou les pluies torrentielles pouvaient causer de telles perturbations. Par conséquent, bien que le récit biblique relatant l'entrée du roi David à Jérusalem et l'utilisation qu'il fit de la haute terre sacrée du mont Moriah comprennent des faits historiques précis, toutes les preuves indiquent que ces événements ne se déroulèrent pas au temps de David tribal, au début du Xe siècle avant Jésus-Christ, mais 5 siècles plus tard, quand David Toutmosis III utilisa la cité comme résidence durant le siège de Megiddo. À partir de cette époque, la forteresse fut connue sous le nouveau nom Urushalem. Urushalem. U majuscule R-U-S-A-L-E-M est lié au roi David et à ses descendants. Je suis en train de faire de l'asthme, mais j'ai du mal à respirer. Appendice F, le roi de la paix. 295. Salomon hérita d'un vaste empire. Il régnait sur tous les royaumes du fleuve Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. 1 Roi 4 2.21. Cet empire, comme nous l'avons vu, exista du XVe siècle au XIIIe siècle, à la suite du quoi la Syrie du Nord, aussi loin que l'Euphrate, n'en fut plus partie, et l'ensemble de l'empire asiatique fut perdu à partir de la moitié du XIIe siècle, à partir de là et jusqu'à la seconde moitié du VIe siècle, alors que les Persans conquéraient l'Égypte, aucun roi ne put prétendre régner du Nil à l'Euphrate. Par conséquent, Salomon n'a pas pu être le successeur du chef tribal David, car il n'y avait aucun empire dont il put hériter au Xe siècle avant Jésus-Christ. Cet empire était la création originelle de Toutmosis III. Il fut succédé sur le trône par Amenhotep II vers 1436-1414 avant Jésus-Christ, un autre roi guerrier dont on disait qu'il était si puissant que sa flèche pouvait traverser de part en part une cible en métal de l'épaisseur d'une paume très proche. Dans son règne, il marcha vers la Syrie du Nord pour écraser une rébellion. En revenant à Thèbes, le roi ramena avec lui 7 chefs rebelles emprisonnés la tête en bas dans ses bateaux pour finalement les pendre au mur de Napata, au Soudan du Nord. Subséquemment, il tenta d'étendre les frontières de son empire encore plus... Hein? Il y a un détail qui vient de me frapper là. Excuse-moi. En revenant à Thèbes, le roi ramena avec lui 7 chefs rebelles emprisonnés, la tête en bas, dans ses bateaux, pour finalement les pendre au mur de Napata, au Soudan du Nord. Subséquemment, il tenta d'étendre les frontières de... Non, je croyais qu'il parlait d'autre chose, d'accord. Son empire encore plus loin vers l'Asie mineure. Amenhotep II fut succédé à son tour par son fils Toutmosis IV vers 1413-1405 avant Jésus-Christ, qui mourut jeune. Comme une tentative aux attentions et buts suspects fut faite pour engager l'Égypte dans d'autres axes d'action militaires en Syrie. Puis 32 ans après la mort du grand conquérant Toutmosis III, son arrière-petit-fils s'assit sur le trône de l'Égypte. 3 générations avaient suffi pour mettre à profit le rêve des premiers potentats de la 13e dynastie. L'Égypte était le souverain universel du monde connu. Ses émissaires se trouvaient sans entrave du Moyen-Orient à Babylone, en royaume hittite, Mitanni, Mésopotamie du Nord et Chypre. Sa flotte marchande voguait sans crainte des pirates vers Byblos, Tyr, Ugarie en Syrie, en Crète et en Grèce, Eugène.
Des richesses incroyables provenaient des mines d'or du Soudan et des terres éloignées de l'Afrique centrale. Des tribus arrivaient annuellement du nord portées sur le dos des Canaanites et Hurrites, effrayés. Régnant sur tout ce vaste empire entre le Nil et l'Euphrate, Amenhotep III occupa une position unique dans l'histoire ancienne de l'Orient. Plus tard, il fut connu sous le titre suivant: le Grand Or, H-O-R, roi, R-O-I, des rois, R-O-I-S. Moi, j'écris roi, R-O-Y, parce que au Moyen-Âge, il l'écrivait comme ça, et probablement qu'à d'autres époques, il l'écrivait aussi comme ça. Il fut connu sous le titre suivant: le Grand Or, roi des qui gouverna, n'avait jamais été et ne serait, non, des rois, souverain des souverains. Putain, j'ai la loupe, c'est là. Le Grand Or, roi des rois, souverain des souverains. Amenhotep III et l'Égypte qui gouverna n'avait jamais été et ne serait plus jamais dans une telle position de pouvoir absolu dans le monde. Si je saute une ligne, évidemment, j'y arrive pas. Pourquoi se souvient-on de lui comme étant Salomon? La réponse se trouve dans son nom signifiant sécurité ou paix. À part une opération militaire mineure au Soudan du Nord durant son année 5, le règne d'Amenhotep III fut presque entièrement paisible. Il fut le premier souverain de l'Empire égyptien qui ne déclencha aucune campagne de guerre en Asie occidentale. À la place, il utilisa des alliances et des échanges de cadeaux et de lettres diplomatiques entre lui et les autres chefs du monde, alors connus, créant ainsi un climat d'amitié internationale. Il poursuivit également la cause de la paix par une série de mariages judicieux à des princesses étrangères, deux de Mitanni, deux de Babylone, ainsi qu'une princesse d'Arzawa au sud-ouest de l'Asie mineure. La prospérité et l'extravagance de cette ère sont indiquées par le fait que l'on dit de Jilou-Eba, sa femme métanienne, qu'elle arriva en Égypte avec une caravane qui comprenait 317 dames d'honneur. Sa réputation comme sage descendant du roi David fut d'autant plus accentuée quand il unifia les deux branches de la famille de Toutmosis III à la mort de son père. Amenhotep III, qui était alors âgé d'environ 12 ans, épousa sa sœur Sitame, encore en bas âge, afin d'hériter du trône comme était la coutume égyptienne. Peu de temps après, cependant, il épousa Tilly, la fille de Joseph, le patriarche de l'arrière-petite-fille de Toutmosis III et de Sarah, et en fit, en détriment de sa Sitamum, sa grande épouse royale reine. Oh putain, c'est horrible. Couronnement. Il y en a qui vont se marrer, marrez-vous. On peut mourir de rire aussi. Enfin, quand je dis vous, marre-toi. Nous trouvons des similitudes entre Amenhotep III et Salomon dans le récit biblique relatant le dernier couronnement selon la Bible. Ce fut David qui ordonna à Salomon: ouais, pourquoi que mon Dieu me punirait de dire la vérité, hein? Je parle du vrai Dieu, Yahweh, qui est en haut. Puis Jésus aussi est mon Dieu, puisque Jésus est le Fils de Dieu, hein? Il est le Dieu lui-même. Que chacun ne font qu'un, hein? Puisque le Fils est sorti du Père. Alors, qui ordonna à Salomon de recevoir l'onction comme roi d'Israël, un roi 1, 2.34. Donner l'onction au roi au moment de son couronnement était une coutume égyptienne et non pas canaanite, bien qu'il y soit référé dans le premier livre de Samuel, comme ayant été adopté dans les deux cas de Saul et de David. Tribal, cependant, le mot même hébraïque utilisé, Méché, est emprunté au mot égyptien Méché. Puis on rapporte que David dit que Salomon, après avoir reçu l'onction, devait venir s'asseoir sur mon trône. 1 Roi 1.35. Aucune mention n'est faite dans la Bible que Saul ou le David tribal eurent un trône. Et dans deux références précédentes dans l'Ancien Testament, la nomination de Joseph, le patriarche, à un poste élevé
Je ne te dépasserai que par le trône. Genèse 41, 2.40. Et dans le récit de la mise à mort du premier-né de Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône, Exode 12, Exode 12, 2.29, le mot est utilisé pour signifier le siège du pouvoir pharaonique. L'historien biblique allemand Otto Hitzfeld a soulevé ce point. Il est relativement aisé de visualiser le trône d'or